Salam alaikum. Bonjour les étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer les exercices dans le module d'électricité 2 et précisément la magnétostatique dans le vide. Voilà donc la magnétostatique dans le vide. Alors, on va commencer par la première exercice, la détermination directe du champ d'induction magnétique B. Alors, l'exercice est suivante. Un fil de longueur infinie est courbé, est courbé à un angle droit en haut. Bien sûr, on va voir la figure. Donc, il est parcouru par un courant d'intensité I. Déterminer alors la question. Déterminer le champ d'induction magnétique B créé au point M. Voilà, créé au point M, tel que, bien sûr, ici, OM, la distance OM est égale à A. Bien sûr, la distance OM, alors la figure, voici le point O et voici le point M. Alors, on cherche à déterminer le champ d'induction magnétique, le champ d'induction magnétique B créé au point M. Bien sûr, le courant, le courant est parcouru dans ce fil, voilà, de cette manière, augmente et comme vous voyez. Alors, on commence. Alors, je vous conseille d'arrêter la vidéo et faire des essais pour répondre à la question donnée. Alors, pour nous, on passe à, je vais faire une figure qui est bien détaillée et très claire. Voilà. Alors, ici, j'ai représenté une figure, comme vous voyez, l'exercice 1. Alors, voilà la figure, voici la figure. Donc, ici, je prends cette portion, c'est la portion qui est la portion horizontale. Le courant I est constant. Voilà, alors l'intervalle de moins l'infini jusqu'à le point O, donc je le prends de moins l'infini jusqu'à 0 si vous voulez. Donc, le point O est constant. Donc, si vous voulez, le point O est conformé avec 0. Alors, ici, pour IDL, il est vecteur EX, EY, EZ et tout ça. Ne vous intéresse pas maintenant. Et on va voir tout ça après avec les détails. OK? Donc, on va dire chaque élément et ce qu'il signifie. OK? Alors, ici, la portion verticale et voilà, fil infini à angle droit. Alors, la première chose, c'est le choix du repère convient, donc le repère qui convient. Alors ici, comme vous voyez, je prends le repère, le repère cartésien, avec lié à la base EX, EY, EZ. Voilà, alors on va dire pourquoi je prends ce repère. Alors suivez avec moi s'il vous plaît. Le choix du repère qui convient. Alors, on peut remarquer pour nous, de notre cas, alors toujours la figure qu'on a. Donc voilà la figure. Donc pour cette figure, voilà. Alors on peut remarquer que la forme du fil est courbée à un angle droit. Donc c'est l'énoncé de l'exercice. À un angle droit en haut, bien sûr, au point O. Et cela ressemble parfaitement à un angle droit qu'on peut trouver dans le repère cartésien. Alors voilà comme il est énoncé. Donc j'espère qu'il est clair. Qu'on peut trouver dans le repère cartésien, bien sûr, lié à la base EX, EY et EZ. Voilà, alors voir la forme suivante. Alors voilà, si vous voyez le repère cartésien, le vecteur unitaire EX, ici EZ et ici EY. Voilà, alors si vous voyez entre EX et EY, on a un angle qui est un angle droit. Ok, donc c'est la même forme qu'on a dans la figure ici. Voilà, alors c'est la même. Donc ici on a
un angle droit, donc ici au point O. Donc j'espère qu'il est clair. Voilà, alors donc ici bien sûr pour déterminer ou bien pour le choix du repère, donc toujours ce que je dois faire attention, donc je vois la forme de la distribution de Coran. Alors dans notre cas, la distribution de Coran est comme comme dans la figure, il est donc le Coran est parcouru dans ce fil de cette manière, dans ce sens-là. OK? Alors, voilà voilà le repère. Le repère, donc ici EX, ici je prends EZ, ici le vecteur EY. Alors, toujours ce qu'il faut retenir, que vous pouvez voilà, donc en général, donc on voit la forme de la distribution de Coran. Donc la distribution de Coran, bien sûr, c'est la distribution de charge, ou bien bien sûr, on sait que le Coran c'est donc le déplacement des charges. Voilà. Alors voilà, donc en général, on voit la forme de la distribution de Coran, ou bien déplacement de charge. Donc si la forme est circulaire, donc si la forme si la forme de la circulation du Coran est la forme circulaire, ou bien sûr on peut le trouver dans une spire. Donc ici le repère qui convient, ou bien le repère adéquat, c'est le repère sphérique. Voilà. Et ici pour notre cas, on a donc la forme de la distribution est une droite, comme vous voyez. Donc ici la distribution, voilà, donc ici une droite, et la même chose ici une droite. Alors voilà, donc le repère que je dois prendre, c'est le repère cartésien, ok, lié à la base bien sûr EX, EY, EZ. Bien sûr EZ c'est le vecteur unitaire K. Alors on revient à la figure. Pour moi, donc je prends le vecteur, donc je prends l'axe, ou bien le centre du repère, c'est le point O. Voilà. Alors je vais vous dire pourquoi je prends ça. Alors ici donc je prends donc le vecteur EX dans cette direction, ou bien dans ce sens, et le vecteur EY. Et pour le vecteur EZ, donc le vecteur EZ est sortant. Donc bien sûr, donc ça c'est parce que je le représente par un cercle. OK? Alors maintenant, on va voir pourquoi je prends EZ, EZ sortant vers moi. Voilà, je vais représenter par un exemple le vecteur EZ. Alors voilà, donc comme vous voyez, c'est ça la représentation spatiale exacte du vecteur EZ. Voilà, donc il est sortant du plan comme vous voyez. Voilà, donc on a le vecteur EX, EY et EZ, il est vers moi. Donc voilà, comme vous voyez. Alors on passe maintenant pour dire pourquoi je prends EZ comme ça. Bien sûr, la règle c'est quoi? Donc c'est la règle du tire-bouchon. Alors pour la règle, du tire-bouchon, pour moi je prends le repère de la manière suivante. Donc voilà. Pour DL, ici par exemple, bien sûr comme vous voyez dans le cours, je prends des DL, éléments de la distance, ou bien de ici on a L, bien sûr le fil I de longueur L, et moi je prends des DL, élémentaire. Voilà, alors DL porté par EX. Voilà, donc ici, c'est parce que je prends ici je prends le centre du repère, et est conformé avec le point O. Bien sûr, pourquoi? Donc ça c'est pour avoir DL est porté par EX. Voilà, cette portion, la portion horizontale, tout DL, tout élément DL que je le prends, automatiquement va être porté par EX. Et la même chose pour DL'. Donc chaque élément que je vais prendre va être porté par EY. Ok? Donc DL porté par EX et DL', voilà, DL',
va être porté par donc EY. Donc, donc le point O est le plus adéquat comme origine du repère. Ok? Ah, voilà, alors c'est ça. Donc voilà. Donc maintenant vous savez pourquoi je prends le point O comme origine donc de la base cartésienne. Ok? Alors ici l'axe OX et bien sûr ici l'axe OY. Alors maintenant on passe à la chose suivante pour déterminer le sens du vecteur EZ et sa direction. Alors on commence par la direction. Alors voilà, donc pour la direction, toujours on sait que dans la base cartésienne, toujours le vecteur EZ est perpendiculaire au plan X ou Y. Ok, donc la direction donc perpendiculaire au plan X ou Y. Ok, donc au point O bien sûr. Voilà le point O qui est bien sûr donc le point donné dans l'exercice et bien sûr je le prends comme origine donc origine du repère. Ok. Maintenant, donc la direction, voilà, donc la direction, comme bien sûr, comme j'ai déjà représenté le vecteur EZ, c'est la même chose. Et pour le sens, voilà, donc pour le sens, on a deux cas pour le sens. Soit donc je vais le représenter par un cercle et un point au centre. Et bien sûr, donc dans ce cas, EZ va être donc sortant vers moi. Donc comme j'ai déjà représenté. Ok? Voilà, donc voilà le vecteur. Voilà, comme vous voyez maintenant, c'est ça, le vecteur EZ. Donc le vecteur EZ est sortant vers moi. Ok? Alors le plan c'est OX, OY. Ok? Donc tout est clair. On continue. Alors pour deuxième cas, donc on va voir, donc on va représenter le vecteur EZ par ce symbole. Voilà donc un cercle et un croix. Ok? Voilà donc dans ce cas EZ va être entrant dans le plan X ou Y. Ok? Donc j'espère que vous imaginez la situation. Alors maintenant il nous reste de dire est-ce que le sens va être comme ça ou bien le deuxième sens. Ok? Alors, une chose qui est très importante pour moi, je prends ici le vecteur EX et ici le vecteur EY. Bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel vecteur et bien sûr, la règle est de respecter la règle du tire-bouchon. Voilà. Alors, voilà, donc vous pouvez prendre n'importe quel vecteur. Donc, et bien sûr, le résultat va être donc lui-même. OK? Alors pour moi, on fait le produit vectoriel, donc pour appliquer la règle de tire-bouchon, donc on fait le produit vectoriel, donc EX vectoriel au EY. Voilà, donc EX vectoriel EY. Voilà, donc pour le produit vectoriel EX vectoriel EY, on peut une interprétation, on va faire une interprétation. Donc voilà, donc attention. Donc je fais tourner le vecteur. Donc c'est quoi le produit vectoriel de EX vectoriel donc EY. Donc je fais tourner le vecteur EX dans le plan, bien sûr dans le plan, quel plan? Donc toujours le plan X ou Y. Donc je fais tourner le vecteur EX dans le plan jusqu'à j'arrive au vecteur EY. Voilà, donc de cette manière, je fais tourner le vecteur, bien sûr, voilà le vecteur EX il est comme ça, donc je fais tourner le vecteur EX jusqu'à j'arrive au vecteur EY et automatiquement je m'arrête. Ok, donc je vois et bien sûr maintenant après faire cette opération, donc je vois le sens d'enlèvement du bouchon bien sûr. Alors maintenant on va prendre un bouchon. Alors voilà ici, donc je prends un bouchon. Voilà donc ici le vecteur, EX et ici le vecteur EY. Alors je fais tourner. Voilà donc de cette manière je fais. Donc j'espère que l'image est bien claire. Voilà donc je fais tourner le vecteur EX vers le vecteur EY de cette manière. Voilà, donc je fais comme ça.
Alors bien sûr, j'imagine que j'ai donc une bouteille et je fais tourner le bouchon dans ce sens. Voilà. Alors pour le sens d'enlèvement, lorsque je fais tourner le vecteur EX vers le vecteur EY, je vois le mouvement ou bien donc le mouvement du bouchon, ok? Donc dans ce cas, quand je fais tourner le vecteur EX vers le vecteur EY, je vois que le bouchon, donc voilà, donc de cette manière. Alors attention s'il vous plaît, donc si vous appliquez cette méthode à une bouteille, donc vous allez voir que le bouchon se tire, et le sens de tirer le bouchon, donc est le sens du vecteur EZ. Voilà, alors maintenant, comme une démonstration, donc le vecteur EZ va être sortant vers moi, ok, donc sortant vers moi de la méthode que ou bien attends, donc voilà de cette manière, ok, donc le vecteur EZ est sortant vers moi, ok. Alors on commence. Alors maintenant tout est clair. Voilà, alors maintenant on commence par la correction. Maintenant donc je prends la base et maintenant bien sûr je vais prendre 10 éléments. Donc ici je vais prendre un DL et ici DL'. Voilà, alors voilà, on commence par la méthode suivante. Alors voilà la méthode. Donc d'après le principe de superposition, le champ total créé au point M donc est la somme des champs, bien sûr la somme vectorielle, ok? Donc est la somme des champs créés par les deux portions. Bien sûr les portions, donc on a la portion bien sûr voilà dans la figure la portion. C'est voilà donc la portion horizontale qui est infinie et la même chose pour la portion qui est donc la portion verticale toujours qui est donc infinie. Ok, alors voilà, alors pour moi donc le champ total B, donc le champ magnétique créé au point M est égal le champ créé par la portion verticale au point M plus le champ créé par la portion donc horizontale au point M. Ok, donc voilà donc BVM donc signifie quoi? Donc BVM c'est le champ donc créé par la portion verticale. Voilà donc c'est ça parce que donc ici je mets V, donc V c'est-à-dire vertical, ok, la portion verticale. BHM c'est le champ créé par la portion horizontale. Alors maintenant on va commencer par BHM, donc c'est-à-dire le champ créé par la portion horizontale. Voilà. Alors, calcul donc de BHM. Voilà donc en général donc la méthode est suivante. Donc soit IDL, donc je prends donc un élément, donc soit IDL élément de courant donc appartient donc à l'intervalle moins l'infini 0, bien sûr si vous voulez donc le point O donc si l'origine donc automatiquement va être 0. Voilà donc soit idéal élément de courant donc appartient à l'intervalle moins l'infini 0 donc centré en P ou bien centré au point P. Alors toujours on revient à la figure. Voilà donc voilà. Alors voici le point P. Donc pour l'élément idéal, voici idéal, élément de courant, donc centré donc au point P. Voilà, centré au point P. Donc il crée un champ élémentaire. Donc cet élément de courant, donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il crée un champ élémentaire DBHM. Donc toujours D signifie donc un champ élémentaire, ok, D. Donc DBHM donné par la loi de Biot-Savart, ok. Alors maintenant on va appliquer la loi de Biot-Savart. Donc voilà, donc tout est clair. Je prends ici donc un élément de courant, donc IDL, et voilà cet élément créé au point, voilà. Donc il crée un champ élémentaire, bien sûr, toujours au point M, parce que pour moi, je cherche le champ magnétique au point M. Ok? Alors, la méthode est suivante. Donc, dBHM, en général, la loi de Biot-Savart, dBHM est égal mu 0i
divisé par 4pi fois dl. Bien sûr, dl, c'est dl que je prends ici. Voilà. Donc, dl est un élément de la longueur L, donc de moins l'infini jusqu'à 0. Ok. Donc, de moins l'infini jusqu'à le point O. Ok. Donc, mu 0 est sur 4pi. Ok. Donc, dl vectoriel pm. Bien sûr, ici, c'est le point donc pour pm. Donc, pm, voilà le point P. Et voilà le point M, ok? Donc le vecteur PM, le tout divisé par donc PM à la puissance 3. Donc toujours la distance c'est quoi? Donc PM, la distance entre le point P et le point M, ok? Donc PM à la puissance 3. Maintenant je vais exprimer DL et PM, ok? Donc voilà. Alors pour DL, on a DL égale moins DL porté par EX. Pourquoi je prends DL égale moins DL? Voilà, alors on revient on revient à la figure. Donc pour DL, bien sûr, pour DL, toujours je le prends avec le sens du courant. Alors pour moi, dans l'énoncé de l'exercice, le sens est suivant. Ok, donc voilà, c'est ça le sens donné dans l'exercice. Alors pour moi, je prends DL, donc toujours à la même sens que le courant. Donc DL est comme suivant. Donc comme je le présente, voilà donc par sous couleur vert. Ok. Alors voilà, donc pour moi, donc ce DL, donc à quoi est égal, donc va être automatiquement dans quel sens? Donc pour moi, je vais exprimer DL en fonction de EX, bien sûr, voilà, donc parce que donc j'ai EX bien sûr dans la même direction, DL a la même direction que le vecteur EX. Alors DL est égal quoi? Donc avec le sens différent, donc automatiquement égal moins DL porté par EX, parce que le sens, donc DL, je prends DL comme ça, bien sûr avec le sens du courant, et EX, il est dans l'autre sens, donc automatiquement DL égale moins DL égale le module, bien sûr DL égale le module de DL, porté par quoi? Porté par moins EX, ok? Donc le moins vient du sens qui est bien sûr opposé, ok? Alors, dl égale moins dl porté par ex. Posons dl égale dx. Pourquoi? Parce que, bien sûr, comme j'ai déjà dit, donc ici, j'ai dl dans la même direction que ex. Donc, un dl équivalent à un dx. OK? Donc, dl égale dx. Donc, automatiquement, je remplace dl par dx ici. Donc, automatiquement, j'obtiens dl égale moins dx. Voilà, moins dx parce que je remplace dl par dx. Donc dl égale moins dx porté par ex. Et bien sûr, pour le vecteur, parce que j'ai déjà dit, je dois donc exprimer dl et pm en même temps. Donc pour pm égale le module en général, c'est ça. Donc ça, c'est en général. OK? Donc PM égale le module de PM porté par EX. Voilà, parce que donc toujours je reviens à la forme. Pour PM, le vecteur PM donc doit être porté par quoi? Doit être porté par EX, parce que donc ici, donc c'est ça le choix. Donc le choix le choix adéquat donc nous aide pour bien simplifier donc les calculs. Voilà, voilà, donc c'est ça la meilleure méthode du choix donc du repère. OK? Alors PM égale le module du PM porté par EX. Maintenant on passe donc on va calculer le produit DL vectoriel PM. Alors attention s'il vous plaît. Donc je vais calculer DL vectoriel PM. Alors pour DL, j'ai trouvé déjà donc moins DX porté par EX. Et pour PM égale donc le module de PM, ou bien sûr je peux écrire la distance PM, ok, de cette manière. Donc PM porté par EX. Alors maintenant je vais faire ici donc j'ai EX vectoriel EX. Alors EX vectoriel EX, on sait bien qu'il est égal, à 0, ok? Donc automatiquement dBhm, dBhm à quoi est égal? Bien sûr est égal mu 0i divisé par 4pi, donc dl vectoriel pm. Alors moi je trouve dl vectoriel pm égale à 0, donc automatiquement dBhm égale à 0, donc le champ élémentaire créé par donc idl au point, donc par la portion horizontale, donc au point M, ok, donc il est égal à 0, ok, donc BHM, donc le champ, puisque le champ élémentaire est égal à 0, donc automatiquement le champ, global, donc ou bien le champ, c'est quoi BHM? C'est le champ créé par la portion horizontale au point M, donc ce champ
donc va être égal à 0. Ok? Alors maintenant, pour finalement BM, donc le champ créé par le fil au point M, donc est égal à BHM plus BVM. Donc c'est ça que j'ai déjà écrit en premièrement. Donc maintenant je trouve que BHM égale à 0. Donc si je remplace BHM par 0, donc automatiquement j'obtiens BM, donc le champ créé au point M égale BVM. Donc voilà, donc c'est le champ. Donc maintenant, voilà. Donc, si vous voulez, je supprime le champ BHM, ok? Donc, il me reste de calculer, donc le champ créé au point M, donc est égal uniquement, donc le champ créé par la portion verticale. Mais pour la portion horizontale, donc je trouve que est égal à 0. Alors maintenant, la portion horizontale, voilà. Donc la portion horizontale du courant ne participe pas donc au champ total, ok? Donc voilà, la portion horizontale du courant ne participe pas au champ total. Donc calcul de BVM maintenant, donc je passe au calcul de BVM. La même méthode, donc voilà, donc soit IDL prime, avant je prends IDL, maintenant je prends IDL prime parce que la portion est changée. Donc maintenant je prends la portion verticale. Ok, donc soit IDL prime élément de courant appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Donc pourquoi je prends donc cet intervalle maintenant? Bien sûr, donc voilà l'intervalle. Donc ici j'ai le point O et bien sûr le fil I donc est prolongé vers l'infini. Ok, voilà donc l'intervalle c'est du moins l'infini jusqu'à 0. Ok, voilà. Très bien. Alors, appartient au moins l'infini 0, bien sûr, centré au point P'. Voilà. Donc, il crée un champ élémentaire dBVM, ok, donné par Biot-Savart. Donc, la loi de Biot-Savart, telle que, voilà la méthode. Donc, dBVM, donc voilà, égale mu0 i sur 4pi, dL', vectoriel P', donc le T divisé par PM à la puissance 3. Bien sûr, pour donc la même méthode, donc ici je prends le point P' et automatiquement un élément de courant IDL', voilà. Donc ici, voilà le point M, ok, donc la distance P', voilà, c'est ça la distance P', très bien. Et voilà, comme dans l'énoncé de l'exercice, pour la distance OM est égale à A, le petit a, ok, très bien. Alors, voilà, alors toujours la même méthode, donc je dois exprimer dL'. Alors pour dL', dans notre cas, voilà, donc dans notre cas dL', voilà dL'. Alors à quoi est égal? Donc est égal dL' porté par quoi? Porté par ce vecteur, bien sûr, EY. Ok, donc est égal, donc dL' égale le module de ce vecteur élémentaire, ou bien donc si vous voulez, donc dL' porté par EY, ok. Bien sûr, dL' n'est pas un vecteur, donc n'est pas un vecteur unitaire, ok. Donc dL' porté par EY égale dy par de la même méthode. Donc je prends dL' égale quoi? Égale dy, ok. Donc dL' EY égale dy porté par EY. Donc de la même méthode, donc ici je prends P', donc pour P', égale P', donc ici je fais la relation de Charles donc avec le point O. Voilà, donc vous allez voir ça. Donc vous allez voir pourquoi je prends ou bien je fais la relation de Charles par le point O. Donc P', égale P', plus OM égale Y porté par EY, bien sûr, pour P', O. Voilà donc P', O. Voilà P', O. Donc c'est cette distance P', O. Bien sûr, pour calculer la distance P', M, bien sûr, j'ai toujours le choix d'intégrer un point par la relation de Charles. Ok? Donc P', O plus OM. Ok? Donc de cette manière. Alors pour P', O, alors je suis désolé pour l'image. Alors P', O, pour P', O, donc à quoi est égal? Est égal, donc je prends ici égal le module de P', O, donc à quoi est égal? Donc maintenant, je vais prendre P', donc la distance P', O est égale à 1Y. Donc ok, donc Y c'est la distance entre le point
P' et O. Voilà, de cette manière. Donc, Y porté par EY. Et pour OM, donc OM à quoi est égal? Donc, OM va être égal, donc la distance OM, donc c'est égal à A. Ok? Donc, c'est A porté par quoi? Porté par EX. Voilà, de cette manière. Donc, Y porté par EY plus A porté par EX. Donc, tout est bien détaillé. Voilà. Alors maintenant, on va passer donc donc pour calculer le produit vectoriel dl' vectoriel P'M, ok? Alors voilà, attention, donc dl' vectoriel P'M égale dy, donc je remplace dl' par l'expression que j'ai déjà trouvée, donc ici comme nous avons déjà trouvé, donc dl' égale dy porté par ey, voilà, donc c'est ça ce que j'ai fait ici, donc dl' égale dy porté par ey vectoriel, donc vectoriel, ok, P'M est égal y porté par ey plus a porté par ex, parce que donc j'intègre le point, bien sûr, le point O pour bien sûr écrire P'M égale P'O plus O, donc M. Avec, donc, avec quoi? Avec toujours, donc voilà, avec P'O égale Y, EY, et OM égale A, EX, ok? Très bien, maintenant, on calcule le produit vectoriel, EY, vectoriel EY égale à 0, donc, qui me reste, donc c'est A, donc maintenant, EY vectoriel EX, donc EY vectoriel EX est égal à quoi? Est égal à moins EZ, ok? Donc, avec DY, donc toujours reste. Alors voilà, donc pour moi, donc en général, EY vectoriel EY quoi est égal, donc le produit vectoriel de deux vecteurs est égal le module de ce vecteur fois le module de ce vecteur, donc fois sinus de l'angle entre les deux, entre ce vecteur EY et le vecteur EY. Bien sûr, on sait que l'angle entre deux vecteurs qui sont les mêmes, donc c'est 0, ok? Donc sinus de 0 égale à 0, ok? Donc qui me reste, donc EY vectoriel EX égale moins EZ. Ok, donc voilà. Donc pour, bien sûr, donc ici j'ai EY vectoriel EX égale, voilà, donc égale moins EZ. Voilà, ce moins donc vient de cette relation. Ok. Et en général, pour le calcul du produit vectoriel, prenons la situation suivante. Donc ici j'ai EX, ici EY, ici EZ. Donc EX vectoriel EY égale EZ, EY vectoriel EX égale moins EZ. Donc et ici, qu'est-ce que vous remarquez? Donc ici, je prends EX, EY, ici, EY, EX. Donc je les inverse, ok? Donc ici égale moins EZ. Et voilà, donc ici, EZ, donc toujours, donc ici, c'est voilà le sens que vous devez suivre. Donc si vous faites EX vectoriel EY égale EZ, si vous faites EY vectoriel EX est égal EY, et ainsi de suite, ok? Donc EY vectoriel EZ égale EX, ok? Voilà, alors toujours, et pour bien sûr, lorsque donc vous changez le sens, parce que le produit vectoriel, attention toujours au sens que vous prenez, ok? Alors pour EX vectoriel EZ, voilà, donc vous remarquez que je passe par EX, donc vers EZ, ok? Donc EX vectoriel EZ égale quoi? Égale moins EY. Ok, donc c'est la méthode générale. Alors maintenant, on remplace dans le champ. Donc j'ai dBVM égale mu0 i sur 4pi. Donc ici, je remplace bien sûr. Donc j'ai déjà écrit la loi. Donc TL' vectoriel P'M à quoi est égal maintenant? Est égal quoi? Est égal moins A dy. Donc voilà, égal moins A dy. Et bien sûr, EZ, il reste toujours. Donc voilà, donc EZ. Ici, bien sûr, la distance P', donc voilà, ici, donc j'ai oublié, ici, je vais mettre prime, donc au point P. Alors maintenant, j'ai besoin de calculer P, donc P', M à la puissance 3, quoi est égal, donc P', M à la puissance 3 égale P', M au carré fois P', M. Donc pour P', M au carré, donc je reviens à la situation que j'ai. Voilà, donc voilà, j'ai ici un triangle rectangle au point O, donc je peux donc utiliser la voilà, donc la relation de Pythagore, ok, donc la relation de Pythagore, donc voilà, donc j'ai ici pi prime, donc
P'M au carré égale quoi? Égale la distance A au carré plus Y au carré. Voilà, alors c'est ça. Donc P'M au carré égale A au carré plus Y au carré. Et pour P'M, bien sûr, donc vous faites la racine carrée de A au carré plus Y au carré. C'est simple. Maintenant, donc je remplace ça dans l'expression, donc dans le champ élémentaire. dBVM égale mu0 et sur 4 P moins A DYEZ divisé par quoi? Divisé par P'M. Donc pour P' à la puissance 3, je vais le remplacer par cette expression. Voilà. Donc j'ai bien sûr ici racine carrée de A au carré plus Y au carré. À quoi est égal? Est égal A au carré plus Y au carré, le tout à la puissance 1 demi. Et ici j'ai A au carré plus donc Y au carré à la puissance 1. Donc ici je fais la somme des puissances. Ok, donc j'obtiens 3 sur 2. Ok, donc ici il est égal moins mu0 i A dy divisé par 4pi. Donc ici facteur de Y au carré plus A au carré, le tout à la puissance 3 sur 2. Ou bien 3 demi, donc porté par EZ. Alors finalement B, donc bien sûr pour calculer BVM, bien sûr je vais donc intégrer le champ élémentaire, ok? Donc BVM égale, bien sûr le moins va être, donc je fais sortir donc le moins, donc est égal l'intégrale de quoi? Donc ici pour y, donc ici je vois y, pourquoi je prends l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 0? Parce que bien sûr je vois ici la différentielle, donc la différentielle j'ai ici dy. Alors donc je reviens pour y, donc pour y varie de quoi? Varie de moins l'infini jusqu'à le point 0. Voilà, donc c'est ça, voilà, donc c'est ça d'où vient moins l'infini jusqu'à 0. Donc moins, donc ici mu0 IA dy divisé par 4p facteur de y au carré plus a au carré, le tout à la puissance 3 sur 2 porté par EZ. Voilà, alors ici remarque pour calculer cette intégrale, donc cette intégrale i est un peu donc difficile, ok, est un peu compliqué, donc on va donc utiliser donc une méthode qui va nous aider à résoudre donc ce problème. Alors voilà compliqué. Alors on va introduire la variable angulaire. Alors ici on va utiliser une méthode, c'est la méthode donc de la variable angulaire. Alors maintenant on va prendre donc une variable donc θ, variable θ, donc à quoi est égal? Θ c'est l'angle entre quoi? Entre MO et MP'. Alors on revient à la figure. Alors attention s'il vous plaît. Donc ici je prends l'angle θ ici donc entre MO, voilà, entre MO et MP'. Ok, donc c'est ça l'angle θ. Ok, donc voilà, très bien. Alors donc on continue. Donc ici je prends θ est égal donc l'angle entre MO et MP'. Maintenant la méthode, alors pour cette méthode donc du variable angulaire, toujours on doit quoi? On revient toujours donc voilà. Donc ici, donc attention. Alors ici j'ai ce que je dois exprimer, c'est quoi? C'est dy et y. Ok, donc c'est ça. Donc je vais exprimer dy en fonction de quoi? En fonction de dθ. Et y en fonction de θ. Ok, voilà. Alors je cherche une relation. Alors pour moi, la relation que je vais utiliser, donc bien sûr j'ai un triangle, donc triangle rectangle, bien sûr au point O. Alors attention s'il vous plaît à cette méthode. Toujours, il faut exprimer y et dy, donc que j'ai dans l'intégrale qui est bien sûr qui est compliquée. Alors je vais bien sûr, cette méthode c'est de quoi? C'est d'exprimer y et dy en fonction de θ et dθ. Alors bien sûr, ou bien d'une autre méthode, c'est le changement de variable en tout simplement. Ok, donc pour moi, je vais prendre quoi? Je vais prendre tangente θ. Alors on a tangente θ dans notre cas. Donc attention, pour tangente θ, donc calculons le tangente θ. Tangente θ quoi est égal? Donc est égal donc cette côté, donc c'est y divisé par quoi? Divisé par a. Ok, donc tangente θ égale quoi? Donc est égal cette distance y divisé par cette distance a. Ok, donc si y divisé par a, tangente θ égale y divisé par a. Alors donc je tire y ici est égal y est égal à tangente θ. Automatiquement, alors pour moi ce que je cherche c'est quoi? Si donc maintenant je trouve l'expression de y est égal à tangente θ. Voilà, donc très bien. Alors maintenant je vais exprimer dy en fonction de dθ. Alors je fais la différentielle. Ok, donc je fais la différentielle pour y et bien sûr à cette expression. Très bien. Alors dy à quoi est égal? Donc ici je fais comme donc la dérivée.
Donc, comme si je fais la dérivée, donc dy à quoi est égal à dθ divisé par cosinus au carré de θ. Bien sûr, à quoi est égal tangente θ est égal sinus de θ divisé par cosinus de θ. Et vous faites la différentielle. Ok, la différentielle comme la dérivée. Donc, vous avez donc une fonction f sur g. Donc, la dérivée, c'est f' g moins f g' divisé par g au carré. Donc, cette méthode que vous allez utiliser ici, il vous obtient donc la différentielle suivante, dy égale à dθ divisé par cosinus au carré de θ. Bien sûr, dθ donc, est appelé donc dθ élément différentiel. Est appelé donc élément différentiel. Alors, je continue. Alors ici pour moi, donc j'ai attention. Donc j'ai ici y au carré plus a au carré de à la puissance 3 sur 2. Alors pour moi, je remplace y par cette expression, c'est a tangente θ, le taux au carré, voilà, c'est a au carré tangente θ, tangente au carré de θ, plus a au carré de à la puissance 3 sur 2. Alors, après, donc ici je factorise par a à la puissance 3, facteur de 1 plus tangente au carré de θ, le taux à la puissance 3 sur 2. Et après, maintenant, attention, donc ici je prends donc a à la puissance, donc a à la puissance 3 divisé par cosinus au carré de θ, ok. Alors ici il y a une relation, c'est quoi? Donc la relation dit que 1 plus tangente au carré de θ à quoi est égal? Est égal 1 sur quoi? Est égal 1 sur cosinus au carré de θ. C'est une relation donc trigonométrique très importante. 1 plus tangente au carré de θ égale 1 sur cosinus au carré de θ et vous pouvez le démontrer, ok. Vous pouvez la démontrer. Très bien. Alors ici, j a à la puissance 3 divisé par cosinus au carré. Alors cette expression est égale à cette expression. Égale a à la puissance 3 divisé par cosinus 3. Donc bien sûr ici, je fais donc cosinus au carré de θ. Fois donc ici 2 multiplié par 3 sur 2. Donc est égal à 3. Ok. Donc cosinus 3 de θ. Donc ici j'enlève le taux à la puissance 3. Donc ici, je reviens donc au champ, donc pour BV, donc BVM égale, donc ici je fais sortir la constante, moins mu0 et a divisé par 4p, bien sûr, il faut toujours écrire avec moi pour bien comprendre. Moins mu0 et a divisé par 4p, donc l'intervalle ici, attention, donc pour ici, je fais, donc après faire donc la différentielle, ok, donc maintenant je cherche à quoi? Je cherche l'intervalle où varie donc la variable θ. Ok, donc ici pour θ, alors je reviens à la forme. Alors pour y varie de quoi? Donc pour y varie de moins l'infini jusqu'à quoi? Jusqu'à 0. Alors pour θ, alors lorsque y tend vers l'infini, θ va tendre vers quoi? Donc θ va être tend vers par donc moins pi sur 2, ok. Donc ici, donc je vais faire une simplification. Alors attention s'il vous plaît, lorsque y tend vers quoi? Tend vers donc attention ici. Donc je mets la première droite, la deuxième, la troisième et chaque fois j'ai quoi? J'ai y tend vers moins l'infini. Alors plus y tend vers moins l'infini, alors je vois θ. Donc ici, je vois θ tend vers quoi? Donc ici, je vois donc la frontière de θ. Alors si, donc va être est égal à moins pi sur 2. Alors si, moins pi sur 2, c'est l'angle limite que θ peut atteindre. Ok? Voilà, très bien. Alors ici, c'est moins pi sur 2. Alors, et pour y tend vers 0, alors prenons par exemple, donc voilà. Alors prenons par exemple donc la droite. Donc prenons par exemple cette droite. Il est donc voilà. Alors je vais tracer donc une droite. Alors voilà ici. Attention s'il vous plaît. Donc ici je prends donc y tend vers 0. Voilà. Donc ici j'ai y. Bien sûr. Voilà. Donc c'est quoi y? Donc y c'est la distance entre ce point. Donc entre ce point. Attention ici je trace donc une droite ici. Voilà, alors la distance entre ce point et le point O, c'est Y. Ok, donc comme vous voyez ici, Y tend vers quoi? Tend vers 0. Donc la distance est très petite. Voilà, donc la distance tend vers 0. Donc automatiquement, donc voir θ, c'est, voilà, θ tend vers quoi? Tend vers aussi 0. Très bien. Alors voilà.
Donc je termine. Alors pour moi maintenant, donc je trouve dy, l'expression de dy, et je trouve y au carré plus a au carré de tout à la puissance 3 demi. Alors je vais les remplacer ici et j'obtiens le résultat suivant. Alors voilà pour dy, donc ici pour la constante, donc je fais sortir la constante. Ici j'ai dy est égal à quoi? Est égal à dθ divisé par cosinus au carré de θ. Y au carré plus a au carré de la puissance 3 demi est égal à quoi? Est égal à la puissance 3 divisé par, voilà, donc c'est ça. Donc a la puissance 3 divisé par cosinus à la puissance 3 de θ. Voilà, alors je fais donc quelques simplifications. Voilà de la méthode suivante. Donc ici, j'ai a dθ divisé par cosinus au carré de θ. Donc multiplié par cosinus à la puissance 3 de θ divisé par a à la puissance 3. Je fais la simplification par cosinus au carré. Donc ici, il me reste cosinus de θ dθ. Voilà, donc toujours porté par EZ. N'oublie pas le vecteur EZ. OK? Alors très bien. Maintenant, donc ici, donc ici, je vais chercher la primitive de quoi? De cosinus θ. Donc pour cosinus θ, la primitive c'est sinus θ. Donc toujours les bornes donc de moins pi sur 2 jusqu'à 0. Donc ici porté par EZ. Ok? Donc moins mi 0 et a toujours divisé par 4. Donc ici, s'il vous plaît, donc attention. Donc ici, je simplifie par ici par donc a. Donc ici, il me reste a au carré. Donc ici avec a, donc une autre simplification, donc il me reste ici a. Ok, très bien. Alors ici, donc ici, je remplace par les bornes. Donc ici, j'ai sinus de 0 moins sinus de moins pi sur 2. Alors pour sinus de, pour moins sinus de moins pi sur 2, donc tout ça égale à 1. Ok, alors ici, qui me reste? Donc j'ai ici moins mu 0 i, donc divisé par 4pi. Donc voilà. Alors ici, moins mu 0 i divisé par 4pa. Je suis très désolé pour l'image. Donc, moins mu 0 i divisé par 4pa. Donc ici, sinus de 0 égale à 0. Donc ici, j'obtiens le résultat suivant, moins mu 0 i divisé par 4pa porté par EZ. Alors voilà, donc le champ créé par la portion qui est donc la portion verticale. La portion verticale au point M est égale. Donc maintenant, le champ que je cherche, c'est BVM égale moins mu 0 i divisé par 4pa porté par EZ. Et automatiquement, le champ total, voilà, donc est égal à moins mu 0 i divisé par 4pa. Très bien, alors j'espère que la méthode est très claire. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va faire le maximum pour expliquer donc les exercices pour, bien sûr, pour avoir une compréhension bien détaillée et très claire à tous les étudiants.